Michel Biard, bonsoir. Bonsoir. Dans cet ouvrage collectif que vous dirigez avec Philippe Bourdin, Robespierre, Portrait croisé, un livre paru chez Armand Collin, vous parlez de la double mort de Robespierre. Effectivement, tyran, dictateur, monstre, criminel, on peut dire qu'on l'a qualifié de bien des mots. Oui, tout à fait. Alors la double mort, c'est un clin d'œil à la double mort du roi, évidemment. Et la double mort, puisqu'il y a eu une mort physique, et que dans l'absolu, on aurait pu s'en tenir à cette mort physique, puisqu'il n'était plus là et qu'il n'y avait plus à le combattre. Mais je crois qu'il y a eu une deuxième mise à mort, qui était une mise à mort de la mémoire. Et donc, c'est ce que j'ai voulu appeler la double mort. Alors, il est pourtant celui qui se prononce à la fois contre la peine de mort et en même temps qui laisse se perpétrer des massacres, notamment en 1792. J'allais dire que c'est un personnage un peu à double tranchant. Oui, alors je ne sais pas si le mot tranchant est parfaitement adapté, mais enfin je crois que vous faites un clin d'œil là aussi. De fait, il y a ce qui est une contradiction apparente, à savoir que c'est un de ceux qui se prononce contre la peine de mort lors des débats du printemps 1791. En l'occurrence, il fait son grand discours contre la peine de mort le 30 mai 1791. Et effectivement, après, alors je ne dirais pas en septembre 92, mais plutôt en 93-94, il est de facto à la tête d'un pays où les fusillés, les exécutés par guillotine se comptent effectivement par centaines puis par milliers. Donc cela apparaît comme une contradiction. Si l'on regarde de plus près, on s'aperçoit quand même de deux choses. D'une part, le fait que dans les débats de 1791, en fait, il envisage l'abolition de la peine de mort tout en maintenant l'idée d'une peine de mort qui puisse être perpétuée pour les crimes contre l'État et non pas les crimes contre les personnes. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, le plus important évidemment, c'est que, on en reparlera, j'imagine, il n'est pas une sorte de dictateur ou un président de je ne sais quelle république, où il n'a pas de titre en soi, donc il n'est pas un chef de pays, il a une aura politique, une aura morale, ça c'est autre chose, et donc de ce fait, en 1793-1794, il ne peut pas, en aucun cas, être tenu comme le responsable de la terreur. Est-il, quoi qu'il en soit, le maître d'œuvre de la terreur ? Je dirais le théoricien ou un des théoriciens, puisqu'il y a des discours de lui, notamment sur le fameux couple vertu-terreur, la terreur qui est funeste sans la vertu, et la vertu qui est impuissante sans la terreur. Il y a de quoi philosopher abondamment. Donc l'un des théoriciens à coup sûr, l'un des maîtres d'œuvre, je dirais non, pour la même raison que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'il n'avait pas un pouvoir particulier, par exemple au sein du comité de salut public. Une aura politique, une autorité politique, oui, mais pas un pouvoir particulier au sein des 11 autres, puis 10 autres personnages de ce comité, et a fortiori au sein de la Convention. Certains argueront peut-être qu'il avait pour autant une voix importante au chapitre. Oui, alors là, on pourrait presque ironiser sur le mot voix aussi, puisqu'il avait une voix plutôt fluette et assez au perché, ce qui a fait rire d'ailleurs méchamment de lui au tout début de la Révolution. À cause de cela, en le comparant à des tribuns avec des voix très importantes, très fortes, comme Mirabeau au tout début de la Révolution, où évidemment on pense à Danton. Mais je dirais qu'en termes de voix politique, non. Parce que on l'écoutait, oui, mais il n'avait pas une voix en soi plus importante que les autres. Est-ce qu'on peut dire en tout cas qu'il a été, Robespierre, un Rousseau au pouvoir ? Alors là aussi, c'est plus compliqué. Qu'il ait été influencé par Rousseau, c'est une certitude absolue. On publie dans le livre notamment un texte à propos de la fameuse dédicace à Jean-Jacques Rousseau, mais en l'occurrence, la pensée de Robespierre, et là il faut se replonger dans ces textes, ne saurait être assimilée au seul Rousseau. Il a lu les autres philosophes du XVIIIe siècle et évidemment des siècles précédents, et je crois qu'il a une pensée qui est une pensée, en mouvement, en action, une pensée-action pourrait-on dire, et que cette pensée, elle vient à la fois des idées qu'il a puisées dans les philosophes, dont Rousseau n'est que l'un d'entre eux, même s'il est fondamental, mais il a également conçu sa propre pensée. Est-ce qu'on peut dire alors qu'il a fait de la politique sociale, ou en tout cas qu'il était un indigné avant l'heure ?
Là, je dirais que indigné, le mot sera sans doute anachronique, même avant l'heure. Mais je sais bien que je n'ai pas été le seul à m'exprimer dans ce livre, mais je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est écrit dedans. Donc indigné avant l'heure, peut-être pas. En revanche, partisan de ce que j'appellerais plutôt une démocratie sociale plutôt qu'une politique sociale, puisqu'on peut avoir des politiques sociales dans des gouvernements et des systèmes très différents les uns des autres. Partisan d'une démocratie sociale, oui, certainement. Alors il y a dans l'ouvrage une définition du robespierrisme, c'est, je cite, le mariage difficile entre une politique de raison d'État et le respect des droits naturels, de la vertu et de la justice. Est-ce finalement concevable selon vous ? Je crois que d'une part ça pose problème évidemment et que d'autre part la notion même de robespierrisme pose en elle-même problème. On évoque parfois la Révolution en parlant de dantonistes, d'hébertistes, etc. Et donc de robespierristes. Je ne suis pas très sûr qu'il y ait eu des robespierristes, autrement dit un groupe d'individus autour d'une personnalité charismatique qui aurait été Robespierre, et qu'il y ait eu une pensée qu'on pourrait qualifier de robespierrisme me pose aussi problème. En revanche, qu'il y ait une pensée de Robespierre, là oui. Donc la question pose problème tous azimuts, en fait. Merci beaucoup, Michel Biard.